Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts des Stackers, le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'univers du Bitcoin. Je suis Jonathan Arscovici, le CEO de Stackinsat, et je suis accompagné par mon cher associé Jocelyn Tonnelier. Donc ce soir, nous allons explorer deux nouveaux produits de Ledger, le Ledger Recover et le Ledger Stacks. Ces deux produits ont suscité beaucoup de discussions dans la communauté crypto. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Charles Guillemet, donc CTO de Ledger, pour en parler plus en détail. Donc je vais moi-même présenter Charles. Donc Charles est un expert reconnu dans le domaine de la sécurité. Il a rejoint Ledger en 2017 en tant que Chief Security Officer avant d'être promu CTO en 2019. Avant de rejoindre Ledger, Charles a passé 10 ans dans le secteur de la cryptographie et de la sécurité. Et c'est sous sa direction que Ledger a non seulement renforcé la sécurité de ses produits, mais a également contribué à l'amélioration de la sécurité dans l'ensemble de l'écosystème blockchain en évaluant et en divulguant de manière responsable les vulnérabilités des appareils concurrents grâce à l'équipe de sécurité du Donjon qu'il a fondé chez Ledger. Donc encore une fois, on va aborder avec lui les deux nouveaux produits, donc Stacks et Recover. Donc Recover, c'est une solution de récupération de clés privées en cas de perte. Et Ledger Stacks, qui a été conçu par Tony Fadell, co-créateur de l'iPhone, qui est un hardware wallet révolutionnaire qui intègre un écran e-ink et une interface tactile. Donc pour rappel, le podcast des stackers est enregistré sur notre canal Discord, qui est réservé exclusivement à nos stackers, et sont rendus publics dans les jours qui suivent. Nous répondrons donc en fin d'émission aux questions des stackers si vous en avez. De toute façon, n'hésitez pas également à mettre vos questions dans le chat si vous n'osez pas prendre la parole. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Charles, on est ravi de t'avoir ce soir pour discuter de toutes ces innovations proposées par Ledger et des perspectives aussi futures de Ledger, parce que c'est évidemment important de voir où est-ce que vous allez et d'avoir une visibilité par rapport à ça. Donc en gros, et dernier point avant de commencer par la première question, je tiens quand même à te remercier personnellement, car Ledger encore une fois un partenaire de la conférence Surfing Bitcoin, qui aura lieu les 28, 29 et 30 août. Donc on peut déjà dire que Ledger sera partenaire de cette 5e édition. Donc c'est en partie grâce à toi, donc merci. Et sans plus tarder, je propose qu'on commence, on a probablement beaucoup de choses à se dire, donc on va pas perdre de temps et on va commencer par le Ledger Stacks. Et je vais du coup commencer par la première question. Et est-ce que tu peux finalement nous dire pourquoi et quels étaient les principaux objectifs du lancement de Stacks et quels problèmes cherchiez-vous à résoudre finalement avec ce nouveau device? Yes. Salut à vous deux. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Alors, ce qu'on essaie de résoudre avec ce device, c'est un peu ce qu'on essaie de résoudre à Ledger en général. C'est un double problème. C'est d'un côté un problème de sécurité et en deuxième un problème de ease of use, de facilité d'accès. Quand on est bitcoiner, quand on a des cryptos en général, on a la possibilité de vraiment posséder ces cryptos et ces bitcoins. Et ça, c'est quand même une véritable différence. Et pour moi, c'est la révolution des cryptos et de bitcoin, elle vient vraiment de cet aspect-là, de l'aspect permissionless. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour posséder ces valeurs et les utiliser. Et ça, c'est possible seulement si tu es en self-custody. Si tu as des bitcoins sur ton app Revolut, bah, tu n'as pas vraiment des bitcoins, tu as ce qu'on appelle un IOU, tu es exposé à la valeur de bitcoin, mais tu ne possèdes pas des bitcoins. Pour vraiment posséder des bitcoins, il faut être en self-custody, il faut être le possesseur de la clé privée et qui te permet de prouver que tu en es le possesseur. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de la cryptographie et de la sécurité de la chose, mais être possesseur, ça veut dire avoir une paire de clés, une clé publique qui va être essentiellement l'adresse qui va te permettre de recevoir tes fonds, ton IBAN, disons, si on va faire une métaphore avec la banque, et ta clé privée qui va être ton outil cryptographique qui te permet de prouver que tu es celui qui détient les bitcoins en question. Et quand tu vas signer une transaction, quand tu vas envoyer de l'argent, tu vas signer une transaction, tu vas faire la preuve que tu es le seul qui connaît la clé privée avec ton device.
Donc pourquoi j'explique ça? Parce que en fait, quand on dit ça, bah, ça ramène plusieurs enjeux, des enjeux de sécurité, et typiquement, si tu perds ta clé privée, eh ben, tes bitcoins sont perdus à jamais, et il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour toi. Si un attaquant met la main sur ta clé privée, il va faire une transaction, il va vider ton wallet, et il y a personne et tu vas pas pouvoir annuler cette transaction. Tu vas pas pouvoir aller toquer à la porte de la banque et dire c'est pas moi qui ai fait cette transaction, est-ce qu'on peut me rendre mon argent? Il n'y a pas de banque, et tu es le seul possesseur et la blockchain est immutable, c'est-à-dire qu'on peut pas réverter les transactions, et tu es le seul possesseur de ta clé privée. Donc en fait, on voit vite que dans ces conditions, la question de la sécurité, c'est une question qui est primordiale dans la possession, dans ce qu'on appelle la self-custody, la possession de ces cryptos. Et donc, ce qu'on fait à Ledger, c'est qu'on design, on manufacture, on fait des solutions de sécurité pour que les utilisateurs puissent implémenter leur self-custody. Et quand j'explique tout ça, ça a l'air compliqué. Et justement, on veut faire en sorte que ce soit le moins compliqué possible. Et ça, c'est le deuxième problème qu'on essaie de résoudre en même temps que la sécurité. C'est de faire en sorte que l'accès à tous à ces solutions de sécurité soit le plus simple possible et le plus facile d'accès. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des hardware wallets, comme tu viens de dire. C'est un dispositif matériel qui utilise la technologie smart card. Donc c'est la technologie des cartes à puce. C'est les petits circuits, les mêmes circuits qu'on trouve dans les cartes bancaires et dans les passeports. La principale différence, c'est que au lieu que le secret qu'il y a dedans appartienne à ta banque ou à l'État, les secrets qu'il y a dans ton hardware wallet, dans ton secure element, ta smart card, bah, c'est tes secrets. C'est vraiment la différence. Donc on utilise la même technologie à des fins similaires, mais en rendant le pouvoir, disons, à l'utilisateur. C'est vraiment ce qu'on fait. Et donc les hardware wallets, c'est des dispositifs matériels qui utilisent cette technologie. Et en plus de ça, il y a un écran dessus qui te permet de comprendre quel type de transaction tu es en train de valider et ce à quoi tu es en train de consentir. Donc quand tu vas faire une transaction, tu vas regarder sur ton écran que tu es bien en train d'envoyer 0.1 Bitcoin à l'adresse de Jocelyn. Et c'est pour ça qu'il y a un écran. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec Stacks par rapport aux devices précédents... Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question, parce que là, en fait, finalement, tu as reposé les bases de l'intérêt de détenir ces clés privées à travers un hardware wallet. Mais finalement, Ledger est spécialisé et connu pour ça depuis le premier jour. Et là, en fait, la vraie innovation, c'est le Stacks, et c'est ce fameux device joli, designé par Tony Fadell, etc. Et finalement, on se demande pourquoi. Parce que quelque part, typiquement moi, et je te le dis honnêtement, moi j'utilise Ledger depuis le début. J'ai mon hardware wallet. Quel intérêt j'aurais à acheter un Stacks, et justement quel problème cherches-tu à résoudre par rapport précisément au Stacks? Alors du coup, sur l'architecture de sécurité et la technologie, on est vraiment sur la même base que les équipements précédents, que les devices précédents. On utilise encore des secure elements, encore le même operating system, etc. Par contre, ce qu'on a essayé d'améliorer justement, c'est l'interface utilisateur. C'est le form factor. Il est quand même, il est plus sympa. Il a un form factor de carte bancaire, quoi, un peu plus épais. Et un plus grand écran, un écran e-ink. Et cet écran, il va permettre plusieurs choses, mais la première chose déjà, c'est qu'il y a une plus grande surface d'affichage qui nous permet de donner plus d'informations aux utilisateurs quand ils sont en train de consentir à une transaction. On va être capable aussi d'afficher des QR codes pour pouvoir recevoir des cryptos. On va avoir des interfaces BLE pour le connecter à ton téléphone, une interface USB pour le connecter à ton ordi. On a aussi mis en place dessus une interface NFC qui va permettre dans le futur, on n'a pas encore implémenté ça, mais d'un point de vue hardware, ça existe, NFC qui va te permettre de faire du tap and pay, quoi. Avec ton téléphone, tu prépares la TX, pour taper le device pour signer la transaction. On va avoir un écran tactile aussi. Je sais pas si tu as déjà fait je sais pas si tu as déjà recover tes 24 mots à la main sur un Nano S. Oui, c'est pas avec les deux petits boutons. Avec les deux petits boutons, exactement, je veux que vous faites les gestes. Donc là, c'est un Nano S ou Nano S Plus, ils cliquent en haut, les X, voilà. Ils cliquent comme ça.
Oui. Et du coup, bah, ça fonctionne, mais juste, ça prend, je sais pas, 10 minutes, 10-15 minutes, un truc comme ça. Bon, après, on le fait pas toutes les 4 matins, donc c'est pas très grave, mais en tout cas, donc c'est typiquement un truc qu'on améliore beaucoup avec Stacks pour recover ton wallet sur Stacks, remettre tes 24 mots dedans. C'est vraiment avec le touch, ça va vraiment très rapidement et Ok. c'est très smooth. Donc c'est vraiment quelque part vraiment l'UX qui a été mis en avant avec ce nouveau produit, tout en conservant, si je comprends bien, la sécurité et la confidentialité de la technologie de Ledger depuis le premier jour. Exactement. Parce on met souvent un peu les deux en opposition, que quand tu améliores l'UX, bah, tu perds en sécurité, etc. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on garde toujours le même niveau de sécurité et on va essayer d'améliorer l'UX le plus possible. Et donc, on a gardé toute la technologie, toutes les architectures, tout le travail qui avait été fait précédemment sur les précédents devices, tout en améliorant l'expérience utilisateur, avoir un meilleur écran, avoir du touch, avoir plus d'interface, etc. Alors, question utilisation, est-ce que on est obligé d'être connecté à Internet pour l'utiliser? C'est-à-dire, est-ce que je peux générer mon adresse de réception pour recevoir un paiement, même si je suis hors ligne, ou inversement, envoyer des fonds si je suis hors ligne? Comment ça se passe l'expérience utilisateur et la connectivité à Internet? Alors la question de la connectivité Internet, en fait, quand tu signes une transaction ou quand tu veux recevoir des fonds, etc., tu as toujours besoin d'une manière ou d'une autre de discuter avec quelque chose qui est connecté à Internet. Quand tu signes une transaction, tu es obligé de synchroniser ton wallet, de synchroniser à ton node, de créer cette transaction, la ROTX, quoi, la transaction assignée, de l'emmener dans le device, de la signer et de la envoyer à Internet. Donc il y a toujours un lien qui existe entre le hardware wallet et Internet. Après, la question c'est quel est ce lien? Est-ce que tu mets tout dans ton téléphone et donc tout est connecté tout le temps? Donc ça, il vaut mieux pas le faire. Il faut clairement pas le faire parce que en termes de surface d'attaque, c'est un problème. Ou alors, quelle est ton interface de connexion? Est-ce que tu fais Enfin, la question de AirGap, c'est la question de comment tu connectes Internet à ton device de signature. Et tu peux le faire avec une carte SD, tu peux le faire avec des QR codes, tu peux le faire avec de l'USB, tu peux le faire avec du BLE, tu peux le faire avec du NFC. À chaque fois, en fait, tu crées une connexion d'une manière ou d'une autre entre le device et Internet. Et en fait, tu n'as pas le choix parce que tu as besoin d'emmener cette transaction signée vers Internet. C'est pour dire ça en préambule. Ensuite, comment on utilise le device? Je te dis, c'est les mêmes modèles de sécurité que précédemment. Tu peux générer ta seed sans jamais toucher d'autres devices. Donc tu n'as pas besoin de le connecter à quoi que ce soit. Mais par contre, dès que tu vas vouloir générer des adresses ou signer des transactions, tu vas devoir connecter ton device à un dispositif connecté d'une manière ou d'une autre, un dispositif connecté à Internet. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire soit en USB, soit en BLE. Et donc ensuite, on va voir pour rajouter des QR codes éventuellement, etc. Mais vu qu'il n'y a pas d'appareil photo, de toute façon, le QR code, ça peut aller que dans un sens, typiquement. Mais l'idée, c'est toujours BLE ou USB pour aller générer des adresses et signer des transactions. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'est le BLE, s'il te plaît? Ah pardon, ouais, c'est le BLE, c'est Bluetooth Low Energy. C'est du Bluetooth. Juste, tu as deux types de Bluetooth, de normes de Bluetooth. Tu as le Bluetooth normal et le Bluetooth Low Energy, qui est une version simplifiée du Bluetooth qui consomme moins d'énergie. Ok. Et est-ce que le Stax dispose d'un accès Wi-Fi, par exemple, ou c'est toujours l'ordinateur ou le téléphone qui va accéder à Internet? Donc, il n'y a pas d'accès Wi-Fi sur le... Ouais, très bonne question. Il y a pas d'accès Wi-Fi. C'est toujours vraiment le même modèle que le Nano X. Typiquement, si tu as le Nano X en tête, c'est un qui ressemble plus à une clé USB, mais il va se connecter à ton téléphone en USB ou en Bluetooth. Et le stack, c'est exactement pareil. Et c'est vraiment l'UX qu'on a amélioré. Il y a pas, Ledger Live est toujours sur ton téléphone. Ça n'a pas changé. Ok. Et alors, donc, on a compris un petit peu toutes les problématiques et les challenges que vous avez sur la connectivité. Donc, toujours, c'est un autre appareil qui va fournir la connexion Internet. Et donc, tu disais qu'il y avait aussi une capacité de NFC, donc de Near Field Contact, donc pour pouvoir, un peu comme notre carte bancaire, faire du paiement sans contact. Comment ça va se passer si ton Stax n'est pas connecté à Internet? Comment c'est possible, en fait, de pouvoir faire un paiement sans contact si, en fait,
toute la signature dépend d'une connexion Internet. Bon, déjà aujourd'hui, c'est une interface qui existe dans le hardware. Ensuite, la façon dont on va l'utiliser, il y a différentes possibilités, mais aujourd'hui, il y a pas grand-chose qui est implémenté de ce point de vue-là. L'interface est disponible dans le SDK, et vu qu'on a une plateforme ouverte, bah, si tu as envie d'écrire une app qui utilise le NFC, c'est possible. Et typiquement, le genre de use case que tu peux imaginer, tu veux signer une transaction Bitcoin, tu ouvres ton Ledger Live et tu dis, je vais envoyer 0.1 à Jonathan. Avec ton téléphone, tu vas taper sur le device va recevoir la transaction à signer, tu vas la voir. Et ensuite, tu vas faire l'inverse, enfin, tu vas accepter, consentir à la signer, et ensuite, tu vas faire l'inverse pour renvoyer la transaction vers ton téléphone. Typiquement, c'est un use case qu'on peut mettre en place. On en a d'autres qui sont un peu plus secrets, donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est des choses enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire assez intéressantes avec cette interface. Ok, alors moi j'aurais espéré naïvement comme réponse que ça serait répliquer un peu le modèle qu'il y a sur les cartes de paiement Lightning Network en NFC, où on précharge un peu notre wallet et il suffit en fait de taper notre device sur le système de paiement pour pouvoir effectuer un paiement Lightning. Donc a priori peut-être c'est secret, tu peux pas nous en dire, mais en tout cas c'était le genre de réponse que je m'attendais et a priori non, pas pour l'instant. Sur Lightning, ouais, je peux te dire que c'est pas le plan. Moi, je trouve Lightning, de toute façon, dans Lightning, tu es obligé d'avoir un truc qui est toujours connecté, parce que même pour recevoir des fonds, il faut que tu interagisses. C'est un truc qui est différent du réseau Bitcoin. Donc, à la fin, moi, je pense que quand tu fais du Lightning, c'est mieux de se dire que tu mets tout sur ton téléphone. De toute façon, le modèle de sécurité est plus bas, mais c'est un peu la différence entre ton compte bancaire où tu as un 2FA, etc., et le cash que tu as dans ta poche, tu vois. C'est pas le même niveau de sécurité et c'est OK d'avoir des niveaux de sécurité différents pour mettre 50 balles dans ta poche quand tu veux mettre 10 000 sur ton compte bancaire. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois Lightning et je pense pas qu'il faille aller vers des modèles avec des hardware wallets pour Lightning. Déjà, pour les raisons que je viens de te dire, c'est un peu overkill d'utiliser ce niveau de sécurité pour payer son café, quoi. Et deux, en plus, c'est assez compliqué dans Lightning si tu veux avoir le même niveau de sécurité que sur un hardware wallet parce qu'il faut toujours être connecté. Aussi, si tu as un node qui est au milieu, c'est-à-dire que tu vas faire passer des messages de A à C et toi est en B, et du coup, tu devrais décoder ça, signer ça. C'est pas le modèle du hardware pour Lightning, c'est pas du tout le bon, je pense. Ok. Alors merci pour ces précisions, mais j'aimerais revenir un peu sur un des atouts du Stax. A priori, c'est le design. Un des atouts principaux, en tout cas une des innovations principales du device. Vous êtes allé chercher Tony Fadell. Alors effectivement, ça peut paraître surprenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé et pourquoi vous avez choisi et comment ça s'est fait? Enfin, un peu l'envers du décor de ce partenariat avec lui. Et qui est ce designer aussi pour ceux Et ceux qui connaissent pas Tony Fadell, pardon, tu peux nous dire en 2 mots qui c'est? Oui, donc Tony Fadell, c'est l'inventeur de l'iPod, on peut dire. Il a aussi participé à la création de l'iPhone ensuite, mais surtout c'est l'inventeur de l'iPod et donc l'iPod qui est le lecteur MP3 que tout le monde connaît, et qui a un peu révolutionné le monde de la musique digitale. À l'époque. Et du coup, Tony Fadell, on le connaissait par ailleurs, avant, notamment par Ian Rogers, qui a officié à l'époque dans le monde de la musique digitale, un petit peu différemment, et c'est à cette époque-là qu'ils sont connus, notamment à Apple, etc. Donc c'est un ami de longue date de Ian, et puis ça fait longtemps aussi que Tony et Ledger on discutait un petit peu comme ci, comme ça, je dirais, enfin, sans que ce soit très formalisé. Et ensuite, il y a 2-3 ans, je ne sais plus maintenant quand est-ce qu'on a commencé, on s'est dit ce serait bien qu'on fasse un device ensemble, avec l'idée que Ledger emmène la technologie pendant que Tony Fadell emmène plus la partie design et expérience utilisateur. C'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Ce qu'il faut préciser pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que
il y a un très bel écran tactile qui est incurvé avec aussi un écran qui est sur l'arête du coup Exactement. Nice. Pour ceux qui ont la chance d'être... Voilà, tu nous le montres, mais c'est vrai que je le décris en même temps. Je vais le un podcast audio, donc tout le monde ne pourra pas voir le device, mais en tout cas, il sera à Surfin Bitcoin, donc je vous invite à tous venir à Surfin pour le voir en vrai. Voilà, donc en fait c'est un format carte de crédit, sauf qu'il est quand même plus épais, je crois qu'il fait 8 mm, ouais, 8 mm il me semble. Et en fait sur la face, l'écran e-ink recouvre complètement la face de la carte de crédit, disons. Et sur le côté, l'écran il se recourbe et on a même de l'écran sur le côté. Et sur le côté, on va pouvoir avoir des icônes telles que le niveau de batterie, s'il est connecté, et aussi on peut choisir le nom qu'on choisit, enfin le nom du device. Là par exemple le mien, je l'appelle Charles BTC. Et il s'appelle Stax parce qu'ils ont des magnets, en fait, donc ils ont des aimants à l'intérieur, je ne sais plus parler français, vous m'excusez. Ils ont des aimants à l'intérieur, et ce qui fait qu'on peut les mettre les uns sur les autres, et ils se stackent. Voilà pourquoi on les appelle Stax, donc je suis content de bruit. Et on peut en stacker autant qu'on veut, et du coup c'est pour ça qu'on s'appelle, qui s'appelle Stax. Quel serait l'intérêt justement d'avoir plusieurs stacks pour un particulier ou peut-être pour les entreprises? Enfin, c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs wallets pour la même fonctionnalité? Très bonne question. Yes, c'est une bonne question. Alors, je pense que les utilisateurs habitués de Ledger, souvent, ils ont plusieurs devices. Donc après, ça va dépendre des use cases. Selon, par exemple, ce que tu peux faire, c'est en utiliser un pour ton usage, un deuxième pour ton backup. Ça, c'est des usages qui arrivent parfois. Parfois, tu as besoin d'un device pour ton usage professionnel et parfois pour ton usage personnel. Parfois, tu vas vouloir séparer tes bitcoins de tes Ethereum. Il ne faut pas qu'ils se touchent, on ne sait jamais, des fois qu'il y a une contagion. C'est une blague pour les bitcoiners que j'apprécie beaucoup. Sinon, tu peux dire aussi que tu en as un, ça va être ton hot wallet, et l'autre, c'est ton plus cold wallet, dans le sens où si tu veux faire des trucs de degen avec ton compte Ethereum et minter et cliquer partout sans regarder, il vaut mieux le séparer de ton hot wallet. Voilà. Donc là, c'est vraiment chacun qui voit les différents usages, et dès que tu as envie de séparer les usages, il y a différentes manières de le faire. Tu peux très bien créer des comptes différents sur une même seed. Mais je trouve d'un point de vue mental, il y a un truc qui est vachement plus simple, c'est de dire tu as deux trucs physiques différents. Et ça, c'est le truc de degen. Et ça, c'est c'est mes savings. Et je le laisse au fond de mon coffre. Et je le sors pas très souvent. Bref, en tout cas, je trouve d'un point de vue mental, c'est bien de pouvoir séparer les choses physiquement. Après, il y a aussi un use case pour faire du multisig. Et donc, c'est vrai que si on a plusieurs ledgers fait multisig, faut mettre des petits stickers ou identifier quel ledger et quelle clé. Donc là, quelque part, avec la petite l'écran sur l'arête, on pourra facilement l'identifier. C'est vrai que ça. Et pourquoi tu l'as pas cité, ce use case? Je suis dégoûté que Jocelyn ait sorti avant moi quand il a dit c'est évident. Oui, effectivement. T'as le use case du multisig aussi. J'ai envie de dire, même pour nous, tu vois, à titre professionnel, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait utiliser, qui serait pratique, et moi, c'est l'utilité principale que je verrais d'ailleurs, au-delà de tout ce que tu as dit, qui est probablement utile pour certaines personnes. Mais en tout cas, nous, ce serait ce use case-là qui serait le plus évident, en tout cas. Je pense que j'y ai pas pensé parce que je pensais vraiment les use cases simples pour les utilisateurs, et moi j'aime bien le multisig, j'ai pas de problème avec ça, mais juste c'est déjà des usages avancés et que je recommande pas au premier abord pour les newcomers. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas cité. J'aimerais revenir un peu sur la description que tu as fait du device, et tu as parlé de l'écran e-ink. Alors pour le coup, je ne connaissais évidemment pas du tout cette technologie. Est-ce que tu peux nous en parler, et finalement, quel est l'avantage technologique par rapport à d'autres écrans sur le marché? Je pense que si tu connaissais cette technologie, c'est la même technologie que les Kindle, les liseuses Amazon là. Mais en fait, j'avais jamais entendu précisément. Le nom, tu le connaissais pas, mais en tout cas, je pense que tout le monde a déjà vu une liseuse Amazon, la Kindle. Donc c'est le même genre de technologie. Cette technologie, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle consomme très peu d'énergie. Le deuxième avantage, c'est qu'une fois que tu as mis... en fait, c'est une technologie qui est bistable.
C'est-à-dire que quand le pixel il est blanc, c'est stable, et quand le pixel il est noir, c'est stable. Le seul moment où tu as besoin d'énergie, c'est pour passer de blanc à noir ou de noir à blanc. Alors qu'un écran OLED ou un TFT que tu utilises d'habitude, en fait, dès que tu veux allumer un pixel, il faut de l'énergie. Pour qu'un pixel il soit blanc, il faut et qu'il reste blanc, il faut continuellement l'alimenter. Il faut de la lumière, etc. Pendant que sur un e-ink, donc là, sur cet écran e-ink, tu as une image, tu as un QR code, là, ça consomme zéro énergie. Il y a zéro énergie qui est dépensée pour afficher ce QR code de n'importe quelle image. Le seul moment où tu vas consommer l'énergie, c'est au moment où tu vas basculer d'une image à une autre. Donc ça, c'est un avantage. Ouais. L'autonomie du coup Ouais. est pas dépendante du temps, mais plutôt du nombre de fois où tu vas rafraîchir ton écran, quelque part. Exactement. Et typiquement, en fait, regarde, cette image, sur ce device où j'ai une belle image Bitcoin dessus, là, elle est éteinte en fait. Là, D'accord. le device, il est éteint. Il n'est pas allumé, il est éteint. Et là, Ok. si je l'allume, tu vois, j'appuie, et ça fait du bruit, et là, il boot, etc. D'accord. Et donc l'écran est uniquement noir et blanc, si on comprend bien la technologie. C'est 16 niveaux de gris, ouais. Ah, C'est pas noir et blanc, mais c'est gris. 16 niveaux de gris. Ok. Et Donc là, c'est des donc, avantages. Un autre ouais. avantage aussi qui est notable et qui va aussi expliquer la raison du choix, c'est le fait qu'un Secure Element, donc les circuits qu'on utilise de sécurité à l'intérieur de ce device-là, c'est un circuit qui a pas beaucoup de capacité. Tu vois, c'est pas comme un SOC, c'est pas comme les circuits qu'il y a dans ton téléphone. C'est un circuit qui fait pas beaucoup de choses, qui a pas beaucoup d'interface. Et typiquement, si vous voulez driver un écran couleur avec des animations, etc., depuis un Secure Element, ce serait pas vraiment possible en fait. Tu vois, il y a aussi des limitations techniques. Donc on pourrait faire un hardware wallet comme ça, mais ça voudrait dire qu'on change l'architecture de sécurité du device. Et nous, on voulait driver directement l'écran depuis le Secure Element. Il n'y a rien entre les deux. Le Secure Element, c'est lui qui affiche directement ce qui se trouve sur ton écran. Ok, très clair. En tout cas, effectivement, ça a l'air joli. On a hâte de voir ça en vrai. Et moi, j'avais quand même une autre question par rapport à ce device. C'est que tu parles de Secure Element. Est-ce que la technologie, malgré l'écran e-ink, comment on peut s'assurer qu'elle est ISO avec les anciens devices qui, technologiquement, ont l'air quand même beaucoup plus simples? Et on se dit que justement, plus la complexité augmente, plus il est difficile de sécuriser le device. Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre entre les deux avec tes équipes? Oui, ça c'est un bon argument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut garder un device simple et éviter d'avoir des interfaces très complexes. Plus c'est simple et plus c'est simple de comprendre le problème de sécurité à résoudre et moins tu as d'interface de surface d'attaque, etc. Et typiquement, ce que je disais en préambule, hein, l'architecture de sécurité de ce device-là, c'est exactement la même que tu as dans un Nano S Plus ou dans un ONX. C'est un Secure Element qui drive un écran avec l'USB LBLE qui est implémenté dans un autre circuit. Donc tout ça c'est pareil. La seule différence entre guillemets, c'est qu'au lieu que le Secure Element qui drive un petit écran OLED comme tu as sur Nano S Plus et Nano X, il drive un écran e-ink. Ce qu'on a mis en place, c'est une API graphique aussi, parce que ce qui se passait sur Nano S, Nano X, c'est que d'un point de vue développeur, tu allais directement dire je veux que tel pixel soit allumé, etc. Tel pixel soit éteint. Il y a une couche d'abstraction un petit peu plus évoluée que ça, mais pas beaucoup plus. Pendant que sur le Stax, tu as envie de mettre des fenêtres, des boutons, etc. Donc on a développé une API graphique qui permet au développeur du coup de dire ok, je veux faire une fenêtre. Et sur cette fenêtre, je veux quand le titre ce soit ça, que le contenu ce soit un écran de signature de transaction, un bouton cancel, un bouton OK. Et tout ça, en fait, on a designé cette API graphique qui permet justement de pouvoir afficher des écrans qui sont déjà un peu tous les mêmes et surtout qui sont jolis et que tu n'as pas besoin en tant que programmeur de dire que tel pixel est blanc, tel pixel est noir sur l'ensemble de la surface. Tout ça, on a un truc qui abstrait cette complexité.
Ok. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Pour les développeurs qui nous écoutent, je pense que c'est clair. Ok, non, mais franchement, c'était plutôt clair. Et donc, finalement, ça a l'air quand même ultra sophistiqué ce que tu nous dis là depuis tout à l'heure. Finalement, entre l'idée et le moment où vous avez décidé de le faire et le moment où c'est sorti. Ça a duré combien de temps tout ça? Vous l'avez annoncé d'ailleurs avant de partir sur justement la partie controverse, mais en fait, en combien de temps vous avez développé tout ce truc-là? Alors, donc ça dépend, du coup, ça dépend ce qu'on appelle développer. Donc il y a toute une partie très software, firmware, etc. Qui est importante. Et ça va jusqu'à dans Ledger Live. Dans Ledger Live, quand tu connectes ton Stacks, bah, t'as des écrans qui sont particuliers à Ledger Stacks, qui vont détecter que tu as un Stacks, qui vont faire en sorte que toutes les animations, elles prennent en compte le fait que ce soit Stacks. Donc tout ça, c'est du développement. Côté firmware, on a réutilisé toute la partie operating system, la gestion des seeds, la cryptographie. Tout ça, c'est exactement pareil. La gestion des applications. Et ensuite, ce qui est différent et qu'on a dû implémenter, c'est justement toutes les API graphiques dont je viens de te parler, qu'il faut designer, etc. Et ensuite, quand il s'agit des applications, typiquement Bitcoin est une application, Ethereum en est une autre, etc., etc. Là, on a dû reprendre chacune des applications et séparer la partie logique de l'application de la partie graphique. Puisque avant, on n'avait pas ce problème-là, tout était un peu mergé dedans. Maintenant, dans l'application Bitcoin, on a fait en sorte que générer des adresses, faire en sorte que tu vas d'avoir un flow de signature de transaction, tout ça, c'est une partie du code. Et ça, c'est séparé de la partie de ce que ça affiche, histoire que le code soit maintenable et qu'on puisse avoir des écrans qui sont jolis sur l'application Bitcoin sur ton stack. Donc il y a eu aussi tout le travail de faire en sorte de faire le portage des apps. Ce portage qui a été fait en partie par nous, mais aussi par l'écosystème. Parce que là, aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 150 apps différentes qui tournent sur nos devices. Et pour la plupart, elles ont été développées par l'écosystème. Donc, je sais pas, si tu prends la blockchain, je sais pas, Solana par exemple, l'application Solana qui tourne sur Stacks et sur nos devices, elle a été faite par la fondation ou la fondation a payé des gens qui l'ont fait. Après, nous, on a tout un process de review pour être sûr que ces applications sont bien sécurisées, qu'elles rentrent bien dans les clous qu'on a définis. En tout cas, tout ça, c'est pas nous qui le maintenons. Et vous, en fait, si je comprends bien, vous avez développé l'app Bitcoin et Ethereum. Nous, le support qu'on fait en interne, c'est principalement Bitcoin et Ethereum. Et après, tout le reste, c'est faire en sorte que les développeurs tiers aient un bon framework et qu'ils fassent des applications sécurisées, qu'ils aient le bon SDK, le bon niveau des API graphiques, etc. Ouais. Ouais, et ça a duré, juste parce que du coup, tu n'as pas répondu à ma question. C'est vrai qu'on a dérivé. En combien de temps ça a été développé? Et du coup, je vais rajouter une autre question, c'est ça a nécessité combien de ressources? Tu vois, combien de collaborateurs? Donc, j'imagine que c'est tes équipes principalement qui ont bossé là-dessus. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief là-dessus? Alors, attends, déjà, donc là, j'ai pas mal insisté sur la partie software. Après, il y a toute la partie hardware. La partie hardware, et donc, il faut définir à quoi va ressembler le design. Donc, ça, c'était pas mal fait avec Tony Fadell. Ensuite, à l'intérieur de ce design, en quoi est le cadre. Donc, le cadre, il est en métal, par exemple. Ensuite, le PCB, comment il va se positionner dedans, où sont les composants, quels sont les composants qu'on choisit, etc. Donc, tout ça, il faut le designer. Et ça, c'est de l'engineering hardware qui prend du temps aussi. Et ensuite, il y a toute la phase de manufacturing et de faire en sorte de créer une supply chain, donc une chaîne d'approvisionnement qui va être capable de fabriquer des devices à l'échelle. Parce que il faut bien penser que quand on fait du hardware, c'est faire, je sais pas, 5 prototypes et faire des milliers de prototypes ou des dizaines de milliers, centaines de milliers par mois, c'est deux problèmes qui n'ont rien à voir. Faire des prototypes, c'est déjà difficile, mais ensuite faire en sorte que tu aies une chaîne d'approvisionnement complète et qui est capable de produire des devices par centaines de milliers par mois, c'est un autre problème où il faut tout optimiser, faire en sorte... voilà. Donc je ne noie pas le poisson, je réponds à ta question. Je pense qu'on a mis... entre, je dirais, 18 mois pour être quasiment totalement prêt, jusqu'au moment où on l'a annoncé à Ledger Open. Et au moment du lancement... C'était quand déjà? C'était en décembre 2022. C'était il y a
C'était il y a quasiment 18 mois maintenant. Ok. Au moment de Ledger Open, en fait, tout le software était globalement prêt. Tout le design hardware était globalement prêt et on avait l'impression donc là j'anticipe sur tes questions d'après, je l'imagine. On avait l'impression qu'on allait être capable de shipper des devices dans les quelques mois qui suivaient Ledger Open. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, on s'est Voilà. rendu compte que un de Je vais, nos je vais- suppliers, je te coupe parce qu'évidemment, c'était ma question suivante et tu me ouais, voyais venir. Évidemment, il y a eu pas mal de controverses par rapport à ces retards et justement, lorsque vous avez annoncé votre nouveau device à Stack, parce que vous l'avez annoncé en grande pompe, si je me rappelle bien, c'était quand même ah, mais assez énorme. la conférence Euh, Ledger, etc. voilà, ouais, c'était un gros truc. Et donc finalement, à ce moment-là, vous espériez qu'il soit prêt en 6 mois, si je dis pas de bêtises. Et Même un peu finalement, moins. bah, il est sorti beaucoup plus tard. Et en fait, comment expliques-tu finalement ce décalage entre la réalité et ce que vous aviez espéré finalement? Parce que c'est quand même, en tout cas, très frustrant pour les utilisateurs. Et pour nous aussi. Je, je tiens à confirmer ça à tout le monde. Ça a été difficile aussi pour nous parce que nous, on pensait qu'on allait être capable de shipper le device je sais pas, mi 2023, un peu après son annonce. Et au final, quand on a commencé à essayer on dit ramp up la supply chain, donc quand on a commencé à vouloir produire en masse ces nouveaux devices, on s'est rendu compte on avait des problèmes de qualité sur l'écran courbé. Et du coup, les problèmes de qualité, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au standard de qualité qu'on voulait. Il y avait beaucoup d'écrans qui étaient pas au niveau attendu, quoi. L'écran était pas parfait, il y avait des pixels En fait, qui c'est étaient. vraiment la mise à l'échelle qui, du coup, juste que je comprenne bien, hein, qui a révélé un certain nombre d'imperfections, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça qui vous a obligé quelque part à revoir toute la chaîne de production. Peut-être que vous avez changé de prestataire. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus? Ouais, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais effectivement, oui, on a beaucoup discuté avec notre fournisseur d'écran, et en fait, quand tu commences à creuser, c'est pas juste le fournisseur d'écran, mais c'est aussi celui de la techno e-ink, ensuite la techno qui permet de faire la courbure, ensuite t'as des Mother Glass, etc. Je vais pas rentrer dans tous ces détails, ça devient très technique et très compliqué, mais en tout cas, on a mis les mains dedans. C'est des choses que je connaissais pas dans le détail. Maintenant, j'ai mon petit niveau en e-ink. Et pas que moi, hein. Moi de loin et d'autres à Ledger de manière beaucoup plus particulière. Et oui, en fait, donc, il y a eu beaucoup de back and forth avec différents acteurs, etc. Et on a changé les setups. Et on a fait en sorte justement d'améliorer la qualité des écrans et notre capacité à en produire en grand nombre. Et donc, pour rappel, vous avez quand même des usines à Vierzon en France. Donc, déjà Mhm. félicitations pour avoir un emplacement industriel en France. Quelle est la part? Est-ce que c'est uniquement de l'assemblage qui est fait à Vierzon? Est-ce que vous avez certaines parties de vos hardware wallets qui sont fabriquées sur place? Et quel est à peu près le pourcentage en fait des éléments qui viennent de prestataires extérieurs et quels sont les éléments que vous maîtrisez totalement de A à Z sur votre chaîne de production à Vierzon? Alors les éléments qu'il y a à l'intérieur, à Vierzon, on en produit zéro. C'est pas une usine de production électronique. On fabrique pas des circuits, etc. C'est fait par d'autres prestataires et c'est pas nous qui les faisons de toutes les façons. Donc ce qu'on fait à Vierzon, c'est de l'assemblage des anciens devices et aussi toutes les parties de loading de Secure Element, toutes les parties sécurité pour lesquelles il y a des HSM, etc. Et des choses particulières. En gros, vraiment là où est notre savoir-faire, on le fait à Vierzon. Et le reste, on va le faire sous-traiter par des gens pour qui c'est le métier, quoi. J'imagine. À la fin, il faut savoir quelles sont les forces et t'as des gens qui sont spécialisés dans les supply chain pendant que nous, notre spécialité, c'est de faire des hardware wallets et de la sécurité et de la connexion blockchain, quoi. J'imagine que un hardware wallet est un élément extrêmement sécurisé. Dépendre de prestataires peut être dangereux. Et donc, je suppose que toutes les pièces stratégiques des éléments de sécurité sont contrôlées une à une par vos équipes.
fait ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est une autre raison pour laquelle on utilise des Secure Elements. Donc, un Secure Element, c'est les circuits qu'on trouve dans les smart cards. Et ils passent au travers de différentes évaluations de sécurité pour avoir des certifications. Et à l'intérieur de ces certifications de sécurité, tu as tout un tas de critères auxquels il faut répondre, notamment la résistance contre les attaques. Et donc, tout le monde souvent se focus là-dessus. Mais aussi et surtout, d'avoir une supply chain contrôlée du début à la fin. Et moi, pour m'y être intéressé à ça dans mes vies précédentes, il y a un contrôle très strict de qui a accès au code, qui a accès à l'usine, comment on fait. Typiquement, nous, on utilise ST pour nos Secure Elements. Les Secure Elements que ST produit, ils sont produits seulement pour nous. C'est pas les mêmes que. Le circuit, c'est le même, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a des clés de chargement qui sont nos clés, et on est les seuls à être capables de charger du code dans les Secure Elements qui viennent de ST. Donc, typiquement, il y a toute la partie supply chain de ST, elle est strictement contrôlée du début à la fin. Et les circuits qui arrivent chez nous, on est certains qu'ils viennent de ST, qu'ils n'ont pas été tamper with, et on est les seuls à pouvoir loader du code dedans. Et du coup, à partir de là, on construit notre modèle de sécurité en sachant que le Secure Element, on peut lui faire confiance, et on va ensuite mettre nos clés dedans avec des HSM, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais en tout cas, la supply chain est bien contrôlée aussi. Alors, dernière question sur la supply chain. Est-ce que vous avez besoin d'une blockchain pour contrôler toute cette traçabilité? Très bonne question, ça. On en a pas besoin, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire. Et c'est des discussions qu'on a déjà eues en interne, et je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir pour la suite. Ouais. Ok, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que s'il y a bien un expert de la blockchain, c'est bien Ledger. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de cas d'usage sur la supply chain. Et c'est vrai que c'est quand même un peu cocasse que finalement on voit que même Ledger n'utilise pas la blockchain pour la supply chain. Voilà, donc on peut remettre en question C'était une petite blague, mais qui est bien placée. Qui est bien placé par Joss. Pour rappeler que la blockchain, c'était surtout Bitcoin, c'est ça? Exactement. Je te vois. C'est ça. Mais en tout cas, merci pour cette précision. Et donc, dernière question par rapport à Stack, parce qu'après, j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer sur Recover. Et après, je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat aussi sur Stack. Donc, ce serait intéressant justement qu'on fasse intervenir nos stackers. Moi, je suis quand même curieux de savoir combien de personnes ont travaillé sur ce projet qui m'a l'air titanesque et nous donner un ordre de grandeur de budget. Alors, je sais que c'est toujours un peu confidentiel, etc., mais juste qu'on se rende compte de l'investissement que vous avez mis dans ce projet qui doit être colossal. En tout cas, comme ça, quand on le voit, on se dit, ce truc est quand même c'est énorme. Donc, en gros, ordre de grandeur de budget et quantité par Ledger là-dessus. Alors, quantité de personnes, je pense qu'il y a à peu près chacun des employés de Ledger qui a travaillé de près ou de loin sur Stacks pendant évidemment pas pendant toute la durée du développement, mais c'était la plus grosse priorité de la boîte, et tout le monde y a travaillé depuis la finance jusqu'à toutes les équipes tech. Et sachant que les équipes tech, ça va être du hardware, du firmware, du software dans Ledger Live, jusqu'à Ledger Vault, où on utilise aussi Stacks dans nos infras. Bref, à différents niveaux, niveaux d'engagement, mais globalement tout le monde a travaillé dessus. Donc, je dirais presque 500 personnes, vu que c'est à peu près ça qu'on a Ledger. Donc ça répond au nombre. Après, comme je te dis, il n'y a pas tout le monde qui a travaillé 100% de son temps sur Stacks pendant tout ce temps-là. Mais j'ai pas la réponse pour dire combien. Ensuite, pour le niveau d'investissement, déjà, j'ai pas le chiffre. Ensuite, il est confidentiel. Ce que je peux te dire, c'est que c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu développes du software, ton investissement, c'est quasiment que du temps ingénieur. Et ensuite, ça va être faire tourner les infras, faire tourner les backends, et ça, c'est assez faible. Quand tu développes du hardware, tu as ça. Mais en plus de ça, tu as tout créé la supply chain. Ensuite, mettre de l'argent upfront pour
acheter les composants à l'avance, parce que quand tu veux réserver des millions de composants, des millions d'écrans et des millions à des fournisseurs qui ne te connaissent pas, ben, ils sont là, bah, vas-y, paie-moi à l'avance et je vais produire pour toi ensuite, surtout que le marché de l'électronique, ça marche comme ça. Donc, tu as tout cet investissement que tu dois faire d'abord pour pouvoir commencer à produire. Et ensuite, tu dois constituer des stocks de sorte que quand on commence à les vendre, ben on en est quoi. Donc ça représente un investissement qui est encore plus grand, enfin beaucoup plus grand que l'investissement que tu as dans le développement du software et du firmware qui tourne autour de ça. Ok, donc c'est plusieurs millions d'investissements, parce que là, on voit que le truc a l'air colossal quand même. C'est des projets qui sont importants, oui, clairement. Et donc, en termes de disponibilité, du coup, vu que vous êtes arrivé à la fin de votre développement et que votre usine de production a l'air de bien tourner, quand est-ce que ça sera disponible à la vente? Peut-être que vous honorez déjà vos préventes. Quand est-ce que le public pourra commander des stacks? C'est quoi un petit peu votre calendrier là-dessus? Yes, alors là, en ce moment, on est en train de remplir les préventes parce que quand on l'a annoncé à Ledger Open, donc il y a plus de 2 mois maintenant, on avait ouvert les préventes et du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont fait confiance et qui ont acheté, ont fait des préachats de stacks. Et la grande majorité, ils ont gardé leur préachat, puisqu'on a aussi, vu qu'on avait du retard, on s'est dit, bah, si jamais vous voulez être remboursé, vous pouvez le faire. Mais la grande majorité sont pas revenus sur leur préachat, et ils ont attendu. Et du coup, là, maintenant, on est dans la phase où on livre à tous les gens qui avaient préacheté à l'époque. Et dès qu'on termine ces préachats, on va réouvrir à la vente du coup le device sur le site de Ledger et on planifie ça pour cet été. Donc, sachant qu'on est le 21 juin, on se rapproche de cet été quoi. Ok. Donc, ça veut dire que à Surfing Bitcoin, il y aura des stacks de disponibles et on pourra repartir avec son stacks. C'est ce que j'ai dit à Jonathan, que moi on fait gagner avec plaisir un Stacks à condition qu'on l'offre à Surfing Bitcoin parce que, encore une fois, je veux être sûr que les gens qui nous ont fait confiance et qui ont attendu 1 an et demi, bah, ils aient leur device avant les autres, évidemment. Voilà. Donc oui, à Surfing Bitcoin, il sera en vente. Pour pouvoir récupérer votre stack, du coup, on vous offre aussi un billet pour Surfing Bitcoin en fin d'enregistrement. Avant de passer à Recover, il y a quand même 2-3 questions de notre audience. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi là-dessus, mais quelle est la durée de vie estimée de la batterie du Stacks finalement? Bah là, encore une fois, ça dépend vraiment de ton utilisation et s'il reste éteint avec ton image comme ça, là c'est des mois. Je peux pas dire combien, mais voilà. Et ensuite, si tu l'utilises, bah, tout dépend de combien tu l'utilises. Hein. Si tu passes ta journée à faire des transactions du matin au soir et du soir au matin, je sais pas te répondre combien de temps ça dure, mais je suis pas sûr que ça tienne la journée entière. Tu vois, si tu passes ton temps à... Mais ça, c'est pas une utilisation normale, quoi. Enfin, moi qui ai tendance quand même à utiliser pas mal les devices pour faire des tests, essayer des blockchains, essayer des applications, etc. Je passe pas mon temps à les recharger et globalement, enfin, la batterie, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut retenir, c'est quand il est en mode veille, il peut tenir extrêmement longtemps sans avoir besoin d'être rechargé. Et la consommation, en fait, vient du rafraîchissement de l'écran. Rafraîchissement de l'écran et le Secure Element aussi, quand il tourne, ça consomme de l'énergie, ouais, évidemment. Très bien. Ok, mais il y a une autre question du chat que j'avais aussi, moi, par ailleurs, et que j'ai oublié de te poser. C'est finalement, dans l'usage du hardware wallet, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je le range précieusement quelque part où personne ne sait où il est. Et là, en fait, avec le Stacks tel qu'il est présenté, parce qu'il est très joli, très agréable, et tu as envie de le transporter partout, justement, est-ce que c'est pas risqué de se le trimballer toute la journée avec justement un risque de le perdre? Quelle est ta vision, en fait, de le perdre ou de le... Enfin bref, voilà, en fait, un gros risque de perdre son device. Bah là, je vais pas te donner des conseils d'OPSEC. J'ai l'impression que chacun a son OPSEC et vraiment, ça dépend. Si effectivement, le conseil que je pourrais donner, c'est celui que je m'applique à moi-même. Les bitcoins et les valeurs que j'ai vraiment pas envie de perdre et qui sont importantes pour moi, je me trimballe pas avec en conférence et ni dans mon sac, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Mais après, chacun fait comme il veut. Si tu as envie
d'avoir, je sais pas, 50 000 balles ou 1 million ou 10 millions dans ta poche et de promener avec et de montrer à tout le monde. Tu peux aussi, mais voilà, enfin, tout le monde comprend les risques associés à ça. Ouais, donc, moi, j'ai pas de conseils à donner. Moi, les conseils que je me donne, c'est que si je me fais braquer mon Stacks par quelqu'un qui veut me forcer à faire je sais pas quoi, je sais que je serai jamais en situation où je serais vraiment très triste d'avoir perdu tout ça. Et moi, mon OPSec fait que, typiquement, même si tu viens chez moi avec un gun et je sais pas quoi, bah, je peux pas te lâcher ce que j'ai pas envie de perdre. Voilà. Après, donc chacun fait son OPSec. On est d'accord de toute façon que l'intérêt de l'écran, c'est surtout pour avoir une meilleure interaction avec l'utilisateur, pour afficher des QR codes, de ne pas attendre que la petite adresse défile sur notre petit écran de notre Ledger Nano, par exemple. Et c'est pas forcément fait pour afficher son NFT. Je veux dire, c'est pas un objet qu'on veut mettre en display pour afficher son. C'est pas quelque chose qu'on veut montrer a priori. En fait, je dis encore une fois, vu que tu peux en avoir plusieurs et qui vont avoir plusieurs usages, typiquement tes bitcoins que tu veux garder précieusement, bah, tu as une meilleure UX, etc. Et tu veux montrer le dernier NFT que tu as minté et qui vaut pas beaucoup d'argent, je sais pas quoi, et que tu veux le montrer sur ton device aux gens que tu connais pour leur montrer, bah, tu peux le faire. Et tu as deux devices différents qui ont deux usages différents. Là où effectivement moi, ce que je ferais pas, c'est de vouloir montrer mon super NFT que je trouve super joli et d'avoir sur le même site, dans le même device, les bitcoins que je veux pas perdre. Ça, c'est un truc que moi, je ferais pas. Après, je te dis encore une fois, ça dépend de ton EPSec et de comment tu vois les choses, quoi. Ok. Alors après, justement, il y a une autre question, c'est que si on perd son Stacks, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut récupérer ses actifs? Je vois venir ta transition. Donc, quand tu as un hardware wallet, ta seed est dedans, elle est protégée par un pin. Si quelqu'un essaie de te le piquer et qu'il va faire 3 pins faux, ta seed est wipée et elle est plus dedans. Et si jamais ton Stacks il meurt, si jamais tu le passes à la machine à laver, etc., il faut que tu aies un backup. C'est important d'avoir un backup de ces 24 mots. Sinon, bah, ça veut dire que dès que tu as un problème sur ton device, quel qu'il soit, tu le perds, tu le mets à la machine, tu oublies ton PIN, tu perdrais ton wallet. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un backup de ces 24 mots. Donc la version habituelle et normale, c'est d'écrire ces 24 mots sur un bout de papier et de cacher ce bout de papier là où. Encore une fois, je ne donne pas de conseils sur le PSEC, sur là où tu as envie, sachant que, en réfléchissant à ton modèle de sécurité, qu'est-ce qui se passe si ta maison elle brûle? Est-ce que tu veux que ta femme ait y ait accès? Est-ce que tu veux que tes enfants y aient accès le jour où tu meurs? Bref, c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu veux qu'ils soient chez toi, de sorte que si jamais tu te fais homejacker, bref, c'est des questions auxquelles il faut que tu réfléchisses quand tu vas écrire, quand tu vas stocker tes 24 mots que tu as mis sur un bout de papier ou sur un cryptostyle. Le cryptostyle, c'est la version métallique sur laquelle tu écris tes 24 mots, qui peut peut-être résoudre la question du feu si ta maison brûle. Bref, donc ça, c'est une méthode. Et cette méthode-là, elle est un petit peu, donc elle soulève plein de questions. Et en fonction de ces questions-là, tu vas trouver des solutions différentes sur le stockage de ta seed. Et au-delà de ça, il y a un côté un peu complexe. Qu'est-ce que c'est que ces 24 mots? Qu'est-ce que j'en fais, etc. Et partant de ce constat, on s'est dit quelle méthode plus facile, plus user-friendly, on pourrait offrir à nos utilisateurs pour résoudre cette question du backup. Et c'est comme ça qu'on en est venu à Ledger Recover. Tu vois, je te fais ta transition. Alors, juste avant c'était évidemment une dernière question de l'audience, mais après on va au Recover qui est un gros sujet. On est d'accord que notre phrase mnémonique, donc notre seed phrase, nos 24 mots du Ledger qui a été généré sur le Stacks, on peut très bien l'utiliser sur un autre device Ledger pour récupérer le même portefeuille sur n'importe quel pareil Ledger. Exactement. Donc ça, c'est un standard qui s'appelle BIP39. Et effectivement, quand tu as tes 24 mots, tu vas pouvoir récupérer l'accès à tes fonds, à ton wallet, sur n'importe quel wallet BIP39 compatible. Et tous les devices Ledger le sont, les trésors le sont, les cold cards le sont, les software wallets le sont.
la grande majorité des wallets sont compatibles BIP39 et quand tu as tes 24 mots, tu peux récupérer ton wallet sur n'importe quel wallet compatible. Eh bien, merci à tous pour votre écoute de cette première partie de l'épisode numéro 6 du podcast des Stackers. Dans cette première partie, Charles Guillemet nous a présenté en détail le Ledger Stacks. Je vous invite à aller voir des vidéos du device sur Internet, c'est clairement une réussite de design et de technologie. Pour rappel, Ledger est partenaire de Surfing Bitcoin, 5e édition, cette année, qui, je le rappelle, aura lieu les 28, 29 et 30 août. À la fin de ce podcast, nous avons d'ailleurs tiré au sort le gagnant de notre jeu concours qui a permis à l'un de nos stackers de gagner un Ledger Stacks et un billet Full Access à Surfing Bitcoin d'une valeur totale de près de 800 €. Nous publierons la deuxième partie de ce podcast samedi prochain, donc le samedi 6 juillet, qui abordera la nouvelle fonctionnalité Ledger Recover, qui a fait polémique l'année dernière, mais qui rencontre aujourd'hui un large succès commercial. À la semaine prochaine!